Bonjour Diane, Bonjour Maria, comment vas-tu? très bien et toi? Merci, je suis très contente et super excitée de t'avoir parmi nous aujourd'hui parce que c'est exactement le jour où on se prit rendez-vous pour parler un peu plus de hum, ton domaine d'expertise et j'avais besoin de toi pour vraiment souligner l'importance de la bonne communication et donner des exemples tangibles. Qu'est-ce que ça veut dire de communiquer bien? Comment on peut changer les phrases qu'on utilise? Quelles phrases appliquer? Donc, dis-moi, présente-toi un peu à notre public et dis quel est le domaine dont on va parler aujourd'hui. Bah déjà, merci beaucoup Maria de m'avoir invitée sur ta chaîne, ça me fait extrêmement plaisir également. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jeanne Arabe, je suis coach en gestion du temps et j'ai créé une méthode avec mon parcours d'ingénieur et de coach PNL pour accompagner les entrepreneurs et salariés à ne plus subir leur agenda, mais que ça soit un outil de performance et de bien-être. Ok, donc tu as double casquette. Exactement, c'est ça. C'est ça et dans ma méthode, j'utilise, et mes compétences, comme je disais, d'ingénieur, mais aussi de coach PNL et aujourd'hui, on va plus s'orienter, au ni plus PNL parce que c'est, la programmation neurolinguistique, donc tout ce qui est lié à la communication. Ok, donc comment on peut programmer la communication? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ah, pourquoi? Alors c'est simple, programmation parce que c'est, les habitudes qu'on a emmagasinées durant notre vie. Neuro parce que ça se passe au niveau du cerveau et linguistique parce que ça se traduit par le verbal, notre langage, comment on parle, et le non-verbal par rapport à notre comportement. D'accord, donc on va bien parler de deux sphères parce qu'on ne communique pas uniquement verbalement, on communique avec le langage du corps. Exactement, c'est ça. Donc, dis-moi tout, comment on peut communiquer mieux verbalement et non verbalement? Alors, déjà, verbalement, éviter d'avoir un discours flou, de par exemple, de pas préciser, de qui, de quoi, de où ou du comment, parce que ça peut créer une ambiguïté et impacter en votre défaveur la négociation. Mhm. Et tu peux me donner un exemple d'un discours vague qui n'est pas concret? Oui, par exemple, on peut dire, tout le monde dit que ce prix, de cette maison est trop cher. Bah, là, on ne sait pas de qui est tout le monde et on n'a pas la preuve. Alors que si on dit, j'ai comparé plusieurs annonces, de la même maison dans le quartier et j'ai remarqué que la maison dont on parle est au-dessus du marché, pouvez-vous m'expliquer la raison? Donc c'est vrai que la phrase est plus longue, mais au moins on dit de d'où vient la preuve sociale et le qui, bah, ça vient de nous et c'est déjà plus clair. Et à quoi ça sert en fait d'être tellement précis et ajouter les phrases longues? Alors comme j'ai dit juste avant, ça permet d'éviter des ambiguïtés, des, et ça permet aussi de pas avoir de quiproquos. De malentendus. Ok, cependant, de mon point de vue de négociatrice, si je suis vague, je ne donne pas de détails, je suis plutôt euh, économe dans la façon comment je verbalise mes pensées, j'ai l'avantage de pouvoir récupérer plus d'informations de quelqu'un d'en face de moi à la place de moi vendre des informations que je possède. Ah OK. En négociation, je peux comprendre, mais c'est vrai qu'après c'est un juste milieu. Ça dépend de la situation. Ça veut dire qu'il y a des moments où, comme par exemple, comme dans l'exemple que j'ai donné, ça fait comme si j'ai sorti, une phrase de mon chapeau. J'ai dit: «Oui, tout le monde dit que c'est trop cher», mais c'est comme si, j'ai pas donné de preuves et il y a pas de valeur à ce que je dis. Alors que déjà, si je donne la preuve, ça permet à l'agent immobilier ou au vendeur de pouvoir dire: «Ah, eh ben, elle connaît le sujet. Bon, OK, là, on va commencer les choses sérieuses». Ah,
C'est intéressant, donc, cet deuxième argument, parce que ça souligne qu'on peut perdre la crédibilité si on utilise une phrase qui n'a pas d'argument derrière. Moi, quand je t'écoute, j'ai aussi une idée d'une phrase. On m'a dit que vous êtes meilleur agent immobilier dans le coin. Est-ce que cette phrase-là, elle est correcte ou pas, selon toi? Alors, d'un côté, comme tu as dit, ça permet de, comment dire, de sortir les informations au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on m'a dit que vous êtes un bon agent immobilier, si la personne elle dit, l'agent immobilier, ah oui, qui vous a dit ça? Bah, faut savoir qui est derrière ce on. Parce que si vous D'accord. sortez pareil, cette phrase de votre chapeau, de votre imagination, et que derrière vous savez pas répondre, bah, vous perdez en crédibilité. Très bien. Je vois maintenant. Et, si l'agent réagit dans une façon qui réveille ma curiosité et je vois que la phrase a perturbé, il faudra que je creuse un petit peu pour se rassurer que lui, il ne prend pas ça comme flatterie, mais soit c'est vraiment un compliment, soit il faudra qu'on règle pourquoi j'utilise le on. Oui, voilà, c'est ça, de préciser de qui on parle, s'il demande plus de détails et pas juste dire une phrase comme ça pour la dire. Et en fait, quand l'agent immobilier demande plus de précision et qu'il n'y a pas de réponse derrière, bah là, ça met en porte-à-faux la personne. Ok, super, merci pour ce premier exemple. Je sais qu'on a encore un deuxième exemple parce que souvent, quand on fait des visites du bien immobilier, il y a des choses qu'on retrouve. Il y a des murs qu'il faudra repeindre, il y a la cuisine toute à casser et à commander une nouvelle. Comment on gère ce genre de situation pendant la visite? C'est une très bonne question. Donc, en fait, déjà, euh, euh, Comment on s'exprime? J'aimerais savoir si pendant la visite, on devrait lister tous les manquements d'un bien immobilier et comment faire en fait? Est-ce qu'on peut être très direct, très cash? Est-ce qu'on peut utiliser idéaliste et comment on aimerait voir le bien immobilier? Quel conseil pourrais-tu donner? d'accord. Bah là, j'en vois deux déjà. Le premier, de pas accuser l'agent immobilier en lui disant direct, tu m'as caché que il y a eu des travaux à faire et j'ai pas été au courant. Déjà, ça, de dire ça, ça casse la relation. Ça, la personne va se braquer. L'agent immobilier se sentira obligé de se justifier, voire même contre-attaquer. Et là, ça casse la relation de confiance. Donc, l'idéal, c'est d'éviter de dire tu en accusant, en blâmant la personne. Et au lieu de ça, de dire euh, j'aimerais j'aimerais savoir, j'ai remarqué qu'il y avait des travaux à faire. J'aimerais savoir quel est le montant attitré à cela. D'accord. Donc, si j'entends bien, première astuce que tu donnes, c'est de ne pas blâmer quelqu'un. N'importe si on tutoie ou on vous voit au l'agent immobilier, parce que ça peut Oui, être vous m'avez pas dit, c'est oui la même aussi. chose si Oui, on ne se voilà. tutoie pas. Donc, il s'agit plutôt de ne pas parler qu'est-ce que l'autre personne a fait ou pas fait. Par je, moi, j'ai Voilà. les sentiments, moi, j'ai l'impression, ce que je vois, je constate, les murs demandent d'être repeints. C'est ça. Et même limite dire, bah moi ça me crée j'ai remarqué qu'il y a des travaux à faire. Ça génère en moi de la frustration et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Très bien. Donc, on est plutôt focus, je cherche la solution Oui, à la place de mijoter, remuer et rester bloqué au niveau du problème. c'est ça, exactement, Et, exactement. et pourquoi c'est tellement important de parler de côté solution, focus solution et pas focus problème? Bah rester sur le problème, ça résout pas le problème tout simplement. C'est déjà remuer le couteau dans la plaie.
ça va juste faire la coupure avec la relation avec l'agent immobilier ou le vendeur. Et, c'est pas la négociation, elle va être improductive du coup. Ça va pas aboutir dans le sens du client. Donc ça va être compliqué par la suite et ça peut générer un non-achat de la maison et casser la relation avec l'agent immobilier. Et quelles sont d'autres façons à établir une bonne relation avec les vendeurs? N'importe si c'est vendeur personnel, propriétaire individuel ou un agent immobilier. Un être humain, il est en face de nous. Donc, quelles sont les astuces pour établir la relation? Oui, alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure en programmation neurolinguistique, il y a le verbal et le non-verbal. Ouais. Alors le non-verbal, c'est déjà de se caler à l'intonation de la personne, par exemple, ses mouvements ou la respiration, mais de manière subtile, d'être comme un miroir face à la personne, sans pour autant que ça soit trop flagrant. Et en fait, en se synchronisant, on parle de synchronicité, avec la personne en face de nous. Par exemple, si je fais comme ça, eh ben toi, tu peux faire de l'autre côté comme ça, un autre geste, mais du coup, ça va faire un effet miroir et la personne se sentira plus en confiance et ce sera pas une connexion. D'accord. Et ça ne sera pas pris comme d'être un perroquet qui... Non, du tout, du tout. Déjà, on le fait d'une certaine manière, de manière inconsciente. Des fois, on voit une personne faire comme ça, et nous, au bout de quelques minutes, on va refaire comme ça, mais on le fait de manière inconsciente, à notre manière à nous, mais on le fait de manière inconsciemment. Là, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de faire ça de manière consciente, mais toujours subtilement. OK. Est-ce que les gens ne vont pas prendre mes gestes comme exagérés? Non, non, non. Tant que, si vous avez, par exemple, si la personne utilise des grands mouvements et que vous n'avez pas l'habitude, c'est pas dans votre habitude, bah, ne le faites pas. Mais par contre, si la personne elle a un débit plutôt calme, plutôt posé, et que vous avez plutôt un rythme normal, bah, peut-être ralentir votre débit de parole pour faire l'effet miroir au rythme du rythme. Et pareil, si vous avez un débit plutôt rapide et que la personne a plutôt un rythme plutôt calme et posé, ne vous dénaturez pas en fait. Le but c'est pas de tout mimer, les gestes, l'intonation, la respiration. Non, 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 c'est vraiment des subtils mimétismes comme on peut faire quand on est enfant ou autre. OK. Ça me parle parce que pendant ma formation de PNL, on a testé pendant toute une journée entière les exemples, comment on peut se synchroniser avec quelqu'un d'autre. Parce que en fonction de comment notre interlocuteur s'exprime, quels mots il utilise, nous, on était censé de s'adapter quelque part. Est-ce que toi, tu peux nous dire plus? Oui, bien sûr. Alors, moi, par exemple, je dis souvent, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis plutôt visuelle. Euh, Si la personne dit, oui, j'entends ce que tu dis, ben, ça sera pas le même niveau de langage. C'est auditif avec visuel. Parce qu'on a différents canaux d'approche. Ça s'appelle le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc, olfactif et gustatif, c'est pour autre chose. On va pas l'utiliser pour le langage, du coup. Mais dans le visuel, j'ai donné l'exemple. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'écoute, l'auditif, ça va être est-ce que tu entends ce que je dis? Et pour le kinesthésique, c'est oui, je ressens ce que tu as dit. Et c'est différents canaux et de se calibrer au vocabulaire de la personne, cibler le vocabulaire de la personne si c'est plus visuel, auditif ou kinesthésique, pour après s'adapter à la personne, que ce soit bien comprise et bien pour créer du lien encore. C'est très intéressant comme stratégie de négociation parce que c'est pas tout le monde est capable de rentrer dans ce niveau de nuance. Parce que d'abord, dans la négociation, on est très focus sur le contenu, qu'est-ce que je veux dire. Et l'étape 2, le niveau 2, c'est comment je vais le dire.
c'est pas tout de suite tout au début d'apprentissage de négociation qu'un débutant va prendre en compte qu'est-ce que je dois dire, quel argument pour que ça soit logique, pour que je donne l'impression d'être posé stable, confiant et sûr de moi. Et après, en fait, comment je me synchronise avec quelqu'un qui est en face de moi? Quel sera ton conseil pour avancer une discussion sans brûler les ponts? Si on débute, si on commence d'être maintenant un négociateur, si c'est le premier bien immobilier qu'on achète, on n'a pas d'expérience à négocier. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'agent immobilier reste un être humain avant tout. Et que avant de vous engager à synchroniser verbalement ou non verbal avec l'agent immobilier, vous pouvez déjà vous entraîner avec vos proches, que ce soit les enfants, les adultes. Vous pouvez déjà pratiquer ça. Et après avoir pratiqué ça, allez-y avec l'agent immobilier pour la négociation. Super, merci. Tu as bien fait un copie-colle de situations professionnelles dans la vie personnelle. Et effectivement, les négociations, c'est pas uniquement le jour J une fois à la vie. Les négociations, on le mène avec des gens autour de nous. Exactement, c'est ça. Super. Je pense qu'avec cette phrase-là, on peut faire une clôture, un petit résumé de notre call. C'était un grand plaisir. J'espère que les conseils de Gian vous ont apporté quelques idées comment gérer vos discours. Gian, dis-nous juste où on peut te trouver si quelqu'un cherche plus de conseils. Alors, si vous voulez plus de conseils, que ça soit notamment en gestion du temps ou en programmation neurolinguistique, vous pouvez me contacter sur LinkedIn au nom de Gian Arabe et sinon sur Instagram au nom de Ambition Épanouie, ambition.épanouie. Magnifique. Et à la prochaine. Merci Maria, à la prochaine.